J'allais dire merci Alain pour cette invitation, mais je ne sais vraiment pas si je dois vous remercier, étant donné le fait que je dois vous parler de mon village, alors que je suis évidemment assez loin du vôtre, même s'il m'est arrivé de fréquenter des juristes, toujours avec plaisir. Donc mon sujet est en fait très large, hein, les entreprises et la théorie économique, et donc je le traiterai en mettant l'accent sur les problèmes de la gouvernance d'entreprise, comme vous l'avez dit plutôt du gouvernement d'entreprise, j'ai utilisé l'anglicisme, tels qu'on peut les voir du point de vue de la théorie économique, et en donnant mon sentiment sur un certain nombre de directions de réflexion. Je ne suis pas non plus spécialiste de ce sujet, donc il s'agit d'un point de vue relativement lointain. Bien entendu, pour diverses raisons, l'une étant l'incompétence, je laisserai dans l'ombre les problèmes qui relèvent de la réflexion juridique proprement dite, hein, et mon exposé se référera sans beaucoup de précision, quand je parle de gouvernance de l'entreprise, au modèle de société anonyme, plutôt dans sa version française. Mais je ne débattrai pas de tout ce qui a été présenté par mon prédécesseur. Alors je vais commencer pour vous dire de façon un peu provocante, hein, si je me réfère par exemple aux chapitres généraux de la théorie économique, ceux qui visent à la compréhension des interactions, qu'elles soient microéconomiques, macroéconomiques, hein, les grands modèles qu'on utilise pour faire de la prévision, de la politique économique, etc. L'entreprise est réduite à sa plus simple expression. Le marché domine l'entreprise. Alors dans le cas polaire extrême, l'entreprise est gestionnaire de techniques génériques qui lui sont exogènes, les met en œuvre pour rémunérer ses facteurs de production, capital et travail, au prix de marché, et la maximisation du profit auquel elle se livre est simplement une condition de survie. La latitude par rapport au marché lui vient naturellement, elle existe même dans ses théories générales, soit de ses caractéristiques technologiques, le fait qu'il y ait des rendements croissants, soit de sa taille qui peut elle-même résulter de ses caractéristiques technologiques. Alors, dans quelle mesure je vais donner deux exemples, par exemple, de latitude auxquelles je viens faire allusion. Par exemple, dans un monde dans lequel les technologies seraient à rendement décroissant, parce qu'il y a dans la mise en œuvre du processus productif un facteur rare qui est caché, hein, apparaît un profit résiduel de type rente, alors qui, dans la théorie standard, peut soit être rendu maximum, soit, dans la théorie de l'autogestion des années 60, géré par un collectif de travailleurs pour optimiser la valeur ajoutée par tête. Donc il y a un degré de liberté. Aussi, la taille de l'entreprise, quelles qu'en soient les raisons profondes, lui donne un pouvoir de marché qui la fait sortir de la logique de survie. La question de l'affectation du profit additionnel qui en résulte, par exemple, est-ce que c'est... Alors, je ne suis pas sûr... Ah, voilà. La question de l'affectation du profit additionnel qui en résulte, aux actionnaires, en partie aux salariés, n'est plus strictement gérée par le marché. Alors, juste une parenthèse, hein, cette domination du marché par l'entreprise est ancrée dans la pensée économique. Alors, il y a beaucoup de variantes de la pensée économique, beaucoup de variétés, hein, non seulement comme un fait positif, mais jusqu'à un certain point comme une aspiration normative. La capacité des entreprises à s'affranchir des conditions de marché est, par exemple, pour les politiques de concurrence, que vous connaissez bien, hein, source de suspicion systématique. Donc, voilà pour le statut de l'entreprise, je dirais, dans la théorie économique générale, hein, dans la théorie économique d'ensemble. Gestionnaire de technique, mais sorte de boîte noire organisationnelle. Alors, ça ne veut pas dire que l'économie de l'entreprise proprement dite est inexistante, pas du tout. Mais elle est souvent liée aux études d'un champ disciplinaire voisin, celui de la gestion, du management, et ce, même s'il lui arrive de se nourrir de chapitres de savoir plus spécialisés, éventuellement novateurs. Alors, je pense à la réflexion sur les contrats, à la réflexion sur l'innovation qui s'est beaucoup développée dans les dernières décennies dans le cadre de l'économie de l'entreprise. Alors là,
discussion sur la gouvernance, sur le gouvernement, que je voudrais esquisser, effleurer. Donc, doit, du point de vue de l'économiste, d'après ce que je viens de vous dire, mêler une réflexion sur la relation entre l'entreprise et le marché, c'est-à-dire la qualité des signaux fournis par le marché à l'entreprise, d'une certaine manière, et les degrés de liberté interne de l'entreprise. C'est cette idée que j'essaierai d'illustrer de façon, en particulier à la fin de mon exposé. Évidemment, cette question interroge sur le succès historique de la formule capitaliste, entre guillemets, dont les grandes lignes qui nous a été présentée dans l'exposé précédent, bien entendu, enfin dans l'évolution été présentée dans le précédent. Et à l'arrière-plan, il y a la question récurrente de la théorie de l'autogestion, telle qu'elle était développée par Jaroslav Vanek, que j'ai connu dans les années 50, et que j'ai connu plus tard, bien sûr. Pourquoi observe-t-on des capitalistes louant la force des travailleurs plutôt que des travailleurs louant les services des capitalistes? De quel mécanisme de sélection, s'agit-il de sélection naturelle, point d'interrogation, est-elle le produit? Et évidemment, et ça c'est la question qui est à l'arrière-plan, c'est la question essentielle, et la réponse doit se nourrir sur l'histoire, c'est ce qui a été fait de façon très détaillée. Moi, je vais revenir aussi mettre les choses un peu en une dimension historique, mais de façon beaucoup plus superficielle que ce qui a été fait tout à l'heure. Et je vais vous demander donc de nous déplacer dans l'espace et dans le temps. Alors dans l'espace, on va sur les bords de la Tamise, à Londres, et dans le temps, en 1690. Alors pourquoi je vais à Londres? Parce que c'est là que vont émerger tout un nombre d'innovations institutionnelles qui vont façonner la forme moderne de l'entreprise capitaliste, la société par action. Alors la taverne où nous nous trouvons, où nous transportons, nous essayons de transporter, et où se déroule la scène, s'appelle le Lloyd's Coffee House, du nom de son propriétaire, Edward Lloyd. Alors la discussion est animée, il y a beaucoup de bière sur les tables, et on parle d'armement de navires et d'expéditions aux Indes. Cette discussion n'est pas purement mondaine. Si vous inscrivez votre nom en dessous du nom d'un bateau, au tableau noir ou sur une feuille de papier, ça s'appelle underwriting au sens strict du terme, eh bien, vous et les riches particuliers engagent des fonds sur l'expédition en discussion. Alors, l'assemblée des actionnaires, des souscripteurs, telle que je viens de la décrire ici, n'est pas vraiment une préfiguration du conseil d'administration. Ils agissent plutôt comme assureurs, financeurs. Le plus souvent, ils sont distincts des propriétaires des actifs matériels et immatériels de l'entreprise. Ici, c'est le bateau qui était armé. Mais, comme pour les actionnaires, leur participation est assortie de droits, entre guillemets, sur les produits de l'expédition, une fois que le bateau sera rentré, droits risqués, comme l'est l'expédition d'ailleurs, mais droits tangibles au retour du ou des bateaux. Presque un siècle plus tard, en 1771, 79 riches souscripteurs, les names, comme on les appela, et qui sont des lointains successeurs de ceux qui se retrouvaient au Lloyd's Coffee House, formèrent justement la société Lloyd, alors, qui était organisée autour d'un code de conduite, mais dans lequel ses membres engageaient toutes leurs possessions en garantie des contrats d'assurance souscrits avec eux. À nouveau, nous sommes dans le registre de l'assurance, pas exactement de l'entreprise, et non celui de l'investissement. Mais malgré tout, le partenariat organisé que met en place la Lloyd est un des ingrédients de la société par action. Alors, à mon sens, il y a deux novations majeures vont affecter la logique de coopération financière, qui est propre aux exemples précédents, et préparer l'avènement de la forme moderne de la société par action. La première est une novation juridique qui affecte le dispositif de l'ingénierie financière, donc qui avait initialement assuré le financement et l'assurance des expéditions. Donc, évidemment, pour pallier aux immobilisations, quand vous prêtez à une expédition, quand vous donnez de l'argent pour une expédition, donc pour pallier aux immobilisations de fonds sur des périodes qui peuvent être longues, dans le cas des expéditions dont l'échéance peut être aléatoire, donc les financeurs ou assureurs
souhaitent échanger leur part leur expédition, peuvent vouloir échanger leur part, vendre leur part de l'expédition avant qu'elle soit terminée, lorsque le besoin s'en fait sentir. Et ça, ils pourront, première innovation juridique, ils pourront le faire dans un cadre codifié. N'est donc un marché des parts dont l'avatar moderne est le marché boursier. Deuxième innovation, alors qui s'inscrit cette fois en rupture avec les règles fondatrices de la société Lloyd, même si naturellement elle est en ligne avec la pratique du Lloyd Coffee House, les financeurs ne peuvent être responsables qu'à la hauteur de leur mise de fonds. Ils n'ont qu'une responsabilité limitée. Et vous nous avez dit tout à l'heure que ceci avait été en particulier mis en forme dans le Limited Liability Act de 1855, si je ne me trompe. Donc les sociétés modernes par action sont elles-mêmes à responsabilité limitée. En cas de faillite, les créances de l'entreprise sont remboursées selon un ordre de priorité régi par des dispositions juridiques strictes. L'actionnaire ne vient qu'en dernier sur la liste. Il est, comme on dit, créancier résiduel, residual credence. Mais, on l'a dit, il ne peut perdre plus que sa mise. Donc maintenant, je vais essayer de... Ayant rappelé un petit peu, ayant mis ceci dans cette perspective historique, je vais essayer de donner un petit peu l'effet stylisé de la gouvernance, sans entrer aucunement dans les détails juridiques, mais tel qu'on peut donner un petit tableau stylisé de la gouvernance. Alors d'abord, premier point, l'action. L'action, au moment où elle est émise par l'entreprise, constitue, au sens strict, un certificat de participation au financement d'entreprise. Alors, il faut bien voir que ce n'est pas la seule modalité de financement. L'entreprise peut se financer également par la dette, dans le cadre de contrats tout à fait différents. Alors, l'action, comme certificat, donne, entre guillemets, des droits sur les actifs de l'entreprise qu'elle sert à financer. Alors, quels actifs elle sert à financer? Je les appelle les actifs nets, pour les distinguer des actifs totaux. Ce qui fait écho à la distinction comptable dans le bilan au passif entre les fonds propres d'un côté et les dettes. S'agit-il de... Doit-on les appeler droits de propriété? Pour moi, c'est une question un peu sémantique. Je ne sais pas mais les règles qui... En tout cas, c'est un droit très particulier. Et les règles qui s'exercent en cas de faillite en font un droit très particulier. Donc, créancier résiduel, l'actionnaire n'est pas en la matière sur le même plan que le prêteur, celui qui prête dans le cadre d'une dette. Il est bien responsable en un sens, mais sa responsabilité, on l'a dit, limitée. Donc il n'est pas pleinement responsable non plus. Point essentiel, évidemment, l'action peut être vendue sur le marché boursier, qui valorise ainsi ce que j'ai appelé les droits sur les actifs nets, avec beaucoup de guillemets autour de droits et actifs nets. Alors la valorisation du marché boursier, bien entendu, dans la réflexion économique, c'est un point tout à fait important. Ça ouvre un continent de réflexion que je n'ai absolument pas le temps d'aborder, bien entendu, et qui est un peu différent. Juste, je peux peut-être noter l'effort, j'y reviendrai un petit peu sur les premières valorisations boursières, parce que c'est tout à fait essentiel pour nos discussions et pour la discussion sur la gouvernance. Je veux simplement noter les liens entre la valorisation boursière, telle qu'elle apparaît à la bourse, etc., la valorisation boursière de l'entreprise, et sa valorisation comptable. Et les économistes sont réfléchis à partir de ce qu'on appelle le Q-Tobin, qui est un ratio entre l'une et l'autre, et dont l'évolution au cours du temps, au travers des entreprises, est quelque chose d'apporte de l'information beaucoup intéressante. Alors, last but not least, si je regarde la gouvernance, pour moi, économiste, qui ne suis pas très proche du sujet, il faut ajouter la possibilité des OPA, des offres publiques d'achat, qui permettent de transférer l'ensemble, entre guillemets, des créances à un moment donné, selon des modalités particulières. Et c'est évidemment un dispositif tout à fait essentiel. Dans ma jeunesse, les économistes marxistes jugeaient qu'il était scandaleux de pouvoir vendre les entreprises, mais ils pensaient que c'était extrêmement important, et les économistes libéraux pensaient que c'était extrêmement important et extrêmement utile. Je renvoie simplement aux discussions de cette époque que je me remémore brièvement. Alors, la rémunération de l'actionnaire, maintenant, elle ne procède pas comme celle des convives du Lloyd Coffee, de la vente de la cargaison et du partage des recettes,
selon des clés antérieurement fixées. C'est ce qui se passait à Londres en 1690. Elle combine, si j'apprends chaque année, deux éléments. Le versement d'un dividende, qui est un prélèvement sur les profits de l'entreprise, sur les profits de l'année, auquel s'ajoute éventuellement la plus-value boursière, c'est-à-dire l'accroissement du prix de l'action sur l'année en question. Évidemment, laquelle est mobilisable, mais pas nécessairement mobilisée. La valeur de l'action sur le marché boursier, qui naturellement, alors responsabilité limitée oblige, est nécessairement positive. Ce ne serait pas le cas s'il n'y avait pas la responsabilité limitée. Dépend bien entendu de la forme de concrétisation des droits, entre guillemets, de l'actionnaire qui résulte de la participation. Droit qui s'exerce en principe sur les profits de l'entreprise, c'est-à-dire sur les rémunérations des actifs nets, lorsque salaire et dette standard ont été pris en compte. Alors la logique est nécessairement complexe. Quelle part des profits doit aller aux dividendes et quelle part doit aller à l'autofinancement, qui sert à financer les investissements futurs, source de profits et donc de dividendes futurs. Alors le partage, il y aurait beaucoup à dire, repose sur des considérations complexes qui renvoient au fonctionnement du marché boursier, mais aussi à ceux des autres marchés financiers, comme les marchés financiers standards, à la fiscalité, etc. Last but not least, dans cette revue très rapide des formes de gouvernance, et distanciée en quelque sorte, l'actionnaire participe à l'assemblée des actionnaires qui désigne le conseil d'administration. Alors ce conseil d'administration, en principe, dirige entre guillemets l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est référent en matière de stratégie. Et dans les faits, il nomme et révoque les dirigeants opérationnels de l'entreprise, qui sont ceux qui décident de sa marche, par exemple concrètement de l'investissement, etc. Et en particulier, dans les dirigeants, il y a le directeur général qui peut aussi être le président directeur général. Quels sont maintenant les... Donc voilà un petit peu le tableau que je rappelais, que vous connaissez sans doute, mais dans lequel j'inscris quelques... Je mets un petit peu d'économie, entre guillemets. Maintenant, quelles sont les limites? Ce tableau suggère une certaine suprématie des actionnaires qui désigne le conseil d'administration, qui en principe est le centre du gouvernement de l'entreprise. J'espère ne pas m'exprimer de façon incorrecte. Donc, dans le modèle de gouvernance que j'ai esquissé, celui de la société anonyme, le conseil d'administration, donc dans le modèle où je suis, il ne comporte que des représentants des actionnaires, exerce le contrôle sur les décisions de l'entreprise. Le gouvernement d'entreprise ne dépend que des actionnaires, les shareholders, et non des autres partenaires, les ayants droit ou les stakeholders. Alors, question amont. Quelle est la nature et l'ampleur des conflits entre les deux catégories, les shareholders, les actionnaires, et les stakeholders? Alors la réponse dépend bien entendu, elle n'est pas uniforme, elle dépend bien entendu de la manière dont on voit le marché dominer l'entreprise, qui peut dépendre beaucoup du statut exact de l'entreprise, de sa position dans le système productif. Dans les cas polaires extrêmes, et je reviens à ce que j'avais dit initialement, il n'y aurait pas de désaccord. Et comme exemple de ce type, je peux rappeler à ceux qui connaissent la théorie de la finance le théorème de Modigliani-Miller, qui nous dit que la répartition entre la dette et l'actionnariat est sans importance pour la politique de l'entreprise. Question plus aval. Essayons de comprendre la logique des conflits, s'il y en a, qui peuvent opposer les actionnaires. Alors, il y a évidemment deux dimensions de conflit potentiel. Le conflit sur les objectifs, et en cas d'accord sur les objectifs, le conflit sur les moyens. Ça existait aussi dans l'expédition aux Indes. Il pouvait y avoir entre les souscripteurs du conflit sur les objectifs, quel risque devait prendre l'expédition, et les conflits sur les moyens de l'obtenir. Alors j'ai oublié provisoirement le conflit sur les moyens. Alors dans le cas de l'entreprise, dans le cas de l'expédition aux Indes, le conflit sur les moyens était résolu par le choix du capitaine. C'est lui qui décidait des moyens en situation. Alors, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est la question qui est à l'arrière-plan. Alors, les actionnaires devraient-ils être d'accord sur les objectifs de l'entreprise?
Ma première réponse, c'est oui. Il devrait s'accorder sur un objectif de maximisation de la valeur boursière de l'entreprise. Ce du moins, alors c'est un bémol qui n'est pas mineur, dès lors que cette valeur boursière est la vraie valeur de l'entreprise, je mets 4 guillemets à vrai, ce qu'on appelle dans la théorie économique la valeur fondamentale, la somme actualisée des dividendes futurs. S'il en est ainsi, il ne fait pas sens de distinguer des actionnaires court-termistes, nomades, d'actionnaires à longue vue engagés sur longue période dans l'entreprise. Question est naturellement dans quelle mesure et en quel sens la valeur transmise par le marché est-elle la bonne valeur ? Vaste question qui renvoie à l'autre continent de réflexion que j'ai indiqué, mais dont l'examen suffit à saper l'hypothèse d'unanimité des actionnaires sur les objectifs. Donc, supposant les actionnaires d'accord sur les objectifs, le seraient-ils sur les moyens ? Dans les faits, les débats sur la politique de l'entreprise mènent souvent inextricablement objectifs et moyens. Le rôle qu'avait le capitaine dans les expéditions vers les Indes est ici tenu, mais de façon considérablement modifiée au fond, par les managers ou dirigeants d'entreprise. L'autorité formelle, celle des actionnaires au travers du conseil d'administration, peut-elle être opposée à l'autorité réelle qui serait l'apanage des dirigeants ? Cette question a été revenue sur le tapis un certain nombre de fois dans l'exposé de mon prédécesseur. Une limite, et là on a bien entendu une limite évidente à l'indépendance des dirigeants qui, une fois nommés, disposent des pouvoirs de décision, surtout d'une connaissance de mieux en mieux informée de l'entreprise. Alors les mandants, dans le jargon économique le principal, ici les actionnaires par exemple, et le conseil d'administration, peuvent-ils contrôler le mandataire, c'est-à-dire l'agent dans la terminologie économique, ici le dirigeant. Alors, j'ai rencontré à la fin des années 80 certains héros de la suprématie de l'actionnaire, de la shareholder values, en particulier le professeur Janssen de UCLA, qui plaidait pour une reprise en main actionnariale. Ils indiquaient que l'indépendance des dirigeants était absolument scandaleuse et conduisait à prendre des décisions extrêmement nocives pour l'entreprise et pour la société. Et en fait, ce courant de promotion de la shareholder value a contribué à promouvoir avec succès des réformes visant à aligner les intérêts des managers et ceux des actionnaires, en particulier multipliant dans les dernières décennies des formules de rémunération basées sur la performance boursière. À court terme, les bonus liés à la valorisation boursière sont un instrument adéquat. La formule des stock options renvoie éventuellement aux objectifs de performance boursière plutôt à moyen terme, dans la mesure où l'option n'est pas immédiatement exerçable. Donc, ce sur quoi je mets l'accent, ce n'est pas la question de l'explosion des rémunérations des managers, qui est un sujet en soi et tout à fait passionnant, mais la forme qu'elles ont prise et qui peut être lue comme une tentative de restauration du pouvoir des actionnaires. Alors, cette tentative d'alignement a-t-elle réussi ? Alors, pour les héros de la suprématie de l'actionnaire, que je rencontre parfois, le verre est à moitié vide et à moitié plein. Les dirigeants sont clairement attentifs, plus attentifs qu'autrefois aux variations de la valeur boursière, pas seulement, ni même peut-être essentiellement parce que leurs émoluments en dépendent, mais sans doute parce que leur maintien en fonction y est plus indexé qu'autrefois. Mais les champions de la suprématie actionnariale notent, souvent avec quelques dépit, que la formule a réussi à enrichir les dirigeants sans trop rogner leur liberté d'action. Je vais donc, j'ai terminé en mettant des dirigeants dociles, point d'interrogation. Le dernier point que je voudrais évoquer, j'espère que je ne dépasse pas mon temps, c'est les arguments qu'on peut trouver. Enfin, ce qui est implicite à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que parce que j'ai dit que les objectifs des actionnaires nomades et des actionnaires de long terme ne sont pas identiques. Il y a derrière un plaidoyer que je pourrais développer, qui m'est arrivé de développer, pour qu'il y ait un traitement différent des actions selon la durée de possession. Il y a des actions sans droit de vote
et les actions avec droit de vote assorties d'une... etc. Bon, je n'ai pas le temps d'aborder le sujet ici. Je donne simplement une ligne critique et une ligne de réflexion sur la formule, avec des possibilités de débouchés opérationnels, mais discuter de cette mesure dépasserait beaucoup le temps qui est imparti, c'est peut-être pas faisable, etc. Alors maintenant, je vais revenir à la logique standard pour écarter les ayants droit. Alors, si je prends le cas caricatural, je dirais que succinctement, les salariés sont rémunérés à leur salaire de marché, qui ne dépend que subsidiairement de l'entreprise, et les actionnaires, en l'absence de marché complet, sont ceux qui prennent le risque, beaucoup plus que les apporteurs de capitaux par le moyen de la dette, bien entendu. Et donc, ils doivent être au cœur de la gouvernance. Alors évidemment, l'argument repose à nouveau sur une certaine interprétation de la qualité des signaux prix et sur une interprétation des contrats internes à l'entreprise et de la répartition du risque. Il est à tout le moins discutable. Il ouvre la voie à une série d'argumentaires pour lesquels la participation des ayants droit, alors dans les ayants droit, il y a les salariés, il y a les fournisseurs, il y a les apporteurs de dette, enfin les prêteurs, mais pour lequel la participation des ayants droit, au premier rang desquels sont les salariés, en particulier les salariés vus comme investisseurs dans un capital humain que j'appellerais spécifique. Donc voilà un premier argument parmi d'autres, fondé sur la capacité de la formule de gouvernance améliorée à corriger un défaut de marché. Alors mon argumentaire tourne autour de la question des investissements spécifiques. Je mets des guillemets à spécifiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle investissement spécifique ? Dans le cas d'une entreprise, c'est un effort pour acquérir une compétence qui sert l'entreprise, mais comme son nom le suggère, est spécifiquement adapté à l'entreprise et donc n'a pas de valeur sur le marché. Intuitivement, l'investisseur, dans sa investissement spécifique, court le risque d'être exproprié. C'est le phénomène du hold-up qui apparaît dans des contextes économiques variés. Les investissements spécifiques sont utiles à l'entreprise qui a intérêt à les protéger et à garantir une rémunération, mais ils sont mal protégés par des contrats individuels entre le salarié et l'entreprise. En fait, ils ne sont pas du tout protégés. Ce sont des contrats implicites, et c'est là que le bât blesse. Ces contrats implicites peuvent être mis en cause, seront remis en cause par des actionnaires court-termistes. Donc tout laisse à penser que la présence des ayants droit dans le processus de décision, c'est-à-dire l'attribution d'une part de pouvoir aux salariés dans les entreprises sensibles aux investissements spécifiques, serait ici bénéfique. Et il y a bien d'autres exemples. Alors ce n'est pas un argument uniforme à travers toutes les entreprises, ça dépend beaucoup de l'importance de l'investissement spécifique. Et je termine mes deux dernières phrases. Il faut bien comprendre que l'argumentaire s'appuie sur l'existence simultanée de deux défaillances. La première, l'impossibilité de vérification pour leur inscription contractuelle des investissements spécifiques. L'autre, l'incapacité du marché boursier, dans la plupart des cas avérés dans d'autres problèmes, à faire émerger la valeur fondamentale, c'est-à-dire à intégrer dans la valeur de l'entreprise la valeur associée à la qualité de ses contrats implicites internes. Voilà, voilà plusieurs directions de réflexion critique et de réforme à tout le moins plaidables, et envisagées avec le biais de l'économiste. Et naturellement, j'ai d'autres directions de réflexion que je pourrais développer si j'avais plus de temps. Merci.